Ok, donc comment est-ce qu'on joue à la belote manie? Comme n'importe quel jeu de pli, chaque carte a une valeur ou un nombre de points associé à sa valeur. Ça part du 7 et ça va jusqu'à l'As. L'objet du jeu est tout simplement de faire un maximum de points à chaque partie. Les points se font avec le mécanisme qui s'appelle le pli. Ça commence toujours avec le premier joueur qui lead le pli, qui envoie une première carte, par exemple le roi de pique. Le deuxième joueur qui contre le pli, et le pli qui se termine en évaluant quel est le nombre de points le plus élevé entre les deux cartes qui ont été jouées, et en donnant en fait ce nombre de points à la personne qui a joué la meilleure carte. On a tous les deux 8 cartes en main que l'autre adversaire ne peut pas voir. On a les 8 cartes qui sont ce qu'on appelle face-up, que les deux joueurs peuvent voir, et les 8 cartes qui sont face-down, qui sont en fait les cartes qui vont être révélées à chaque fois qu'on joue une carte qui est face-up. De ma perspective, c'est ça que je vois. Et je peux jouer n'importe laquelle de ces cartes qui est retournée à présent. Alors ce qu'on va faire, on va juste aller au travers d'un jeu, comme ça vous comprenez un peu les concepts, ça va aller très vite. Alors, différents scénarios possibles, en fait, de ma perspective, en fonction de quelle carte est-ce que je commence à jouer. Je peux commencer à jouer avec l'As de pique. Annie déciderait par exemple de jouer avec la Dame de pique juste après. Et donc ça c'est un pli classique où mes 11 points de l'As sont juste plus forts que les 3 points à la Dame d'Annie. Donc dans ce scénario, comme vous le voyez, c'est moi qui remporterai le pli, à savoir les 14 points. Et bien évidemment, quand on gagne un pli, on reprend la main, c'est-à-dire qu'on est le prochain à jouer au prochain pli. Un cas intéressant est celui où je déciderais de jouer par exemple le 10 de carreau et qu'Annie déciderait de répondre avec un 9 de cœur. En fait, ça nous amène juste à la base fondamentale de la belote. Si je décide à jouer à pique, Annie doit d'abord regarder dans son jeu si elle peut aussi jouer à pique. Si elle peut, elle le fait. Si elle peut pas, si on peut pas jouer à pique, on peut jouer n'importe quel atout, mais dans le cas où on joue une carte différente de l'atout principal, on perd le pli, quoi qu'il se passe. Donc maintenant, on a en fait tout ce qu'il faut juste pour jouer une partie simple. Donc on va juste commencer un jeu. Et en fait là, on voit directement de la perspective d'Annie, où quand elle voit que je décide en fait de jouer l'As de pique, elle a plusieurs possibilités. Elle peut décider de jouer par exemple le 8 de pique ici qu'elle a en main, qui a découvert. Elle peut aussi décider de jouer la Dame de pique qui est en face-up. Alors là, elle doit juste un tout petit peu réfléchir et se dire, en fait, à son As de pique, qui est en fait la meilleure carte à pique qui existe, je vais, quoi qu'il se passe, perdre le pli. Donc je peux décider de soit lui donner mon 8 de pique qui va lui rapporter 0 points, soit de lui donner ma Dame de pique qui va rapporter 3 points. Je pense qu'elle va se dire, ok, tu sais quoi, je vais juste lui donner un mauvais pique, comme ça il fait pas beaucoup de points dans ce pli-là, et c'est exactement ce qu'elle fait. Évidemment, on va rentrer dans tout ce qui est stratégie de jeu, etc. plus tard. Pour l'instant, vraiment, l'idée, c'est juste de vous donner un avant-goût de la dynamique principale du jeu, mais voilà. Donc là, pas de chance pour Annie, en fait, parce que j'ai non seulement l'As de pique, qui est la meilleure carte à pique, mais j'ai en plus le 10 de pique, qui est la deuxième meilleure carte, ce qui veut dire qu'elle va malheureusement devoir jouer son dernier pique, la Dame de pique qu'elle avait en main, pas jouer un autre atout avant d'avoir utilisé tous ses piques. Et puisqu'elle joue une carte qui est face-up, la carte qui est face down juste en dessous va être révélée pour tout le monde. Donc, à ce moment-là, j'ai premièrement l'information que sa carte qui était face down était le valet de cœur, c'est assez important à savoir, mais vu que j'ai encore un pic en main, je vais juste continuer à jouer à pique. Elle a peut-être encore soit le roi de pique en main, ça m'étonnerait, mais voilà, si j'ai pas de chance, elle a le roi de pique en main, et c'est-à-dire qu'elle ferait ses 4 points plus les 2 points de mon valet, soit elle a juste plus de pique, ce qui serait assez cool pour moi, parce que ça voudrait dire qu'elle devrait jouer un autre atout, et ça veut dire qu'elle perd le pli automatiquement. Elle a justement plus de pique, c'est assez bon, je vais retenir qu'il y a encore ce roi de pique qui se trimballe un peu dans les parages. Je vois qu'elle joue son 9 de cœur, donc ça veut dire que je gagne le pli évidemment, et que je dois réfléchir à partir de maintenant, qu'est-ce que je veux faire. Évidemment, je ne peux pas continuer à jouer à pique toute ma vie, les jours heureux sont derrière nous. J'ai plusieurs stratégies que je peux prendre. De base, quelque chose que je sais évidemment que je ne vais pas faire, par exemple, serait de jouer mon 10 de cœur. Pourquoi est-ce que je ne joue pas mon 10 de cœur ici, alors qu'il est totalement jouable? Tout simplement parce que je vois que elle, dans ses cartes face-up, elle a l'as de cœur. C'est-à-dire que si je décide de jouer ce 10 de cœur, très probablement, elle me prendra avec son as de cœur, ce qui veut dire que je lui donne automatiquement 21 points. C'est à peu près la même rationnelle qui va derrière la raison pour laquelle je joue pas le 10 de carreau. Même si je ne vois pas qu'elle a l'as de carreau, c'est quand même très probable qu'elle l'a en main. Enfin, c'est très probable. On peut même calculer la probabilité de manière très précise, à savoir 5 cartes qui sont face down, que personne ne voit,
divisé par les 7 cartes qui sont en main d'Annie. Donc c'est un peu trop risqué à mon goût, j'ai pas trop envie de prendre le risque de jouer mon 10 de carreau. Donc je vais tout simplement tremper les pieds dans l'eau et voir un peu comment elle réagit à une petite attaque à carreau. De la part d'Annie, elle, une fois de plus, elle a plusieurs choix à faire. Et ici, c'est assez intéressant parce que le choix qu'elle peut faire, c'est soit jouer une carte au-dessus en fait du valet du valet de carreau. Elle avait plusieurs choix, elle avait le roi de carreau, la dame de carreau et l'as de carreau. Soit jouer une carte en dessous et en fait me donner ou décider de perdre le pli, me donner les 2 points et continuer à me laisser la main. Elle décide de jouer le roi de carreau, ce qui veut dire qu'elle va emporter ce pli et prendre la main. Elle va prendre les 4 points plus 2, elle va prendre les 6 points, elle va pouvoir continuer à jouer. Pourquoi est-ce que Annie n'a pas pris avec l'as de carreau dans ce cas-là? En fait, de la même manière que moi, j'avais pas forcément envie de jouer mon 10 de carreau, parce que j'ai quand même un peu peur qu'elle a le carreau en main, l'as de carreau en main, et qu'elle puisse faire 21 points, bah de l'autre côté, elle n'a pas envie de gaspiller forcément son as de carreau, tant que c'est pas pour me prendre le 10 de carreau. Donc elle sait pas encore si elle va pouvoir le faire, mais elle est sûrement en train de se dire un peu, il y a peut-être moyen que je lui prenne ce 10 de carreau après tout. Elle décide maintenant de jouer à trèfle. J'imagine qu'elle essaye de m'attaquer mon roi de trèfle. J'espère que je vais pouvoir me défendre. Donc je vais revoir mon jeu. Ok, donc il se trouve que j'ai 2 petits trèfles dans mon jeu. Donc je me défends avec des petites cartes qui valent rien. Le set de trèfle qui vaut ici 0 points. J'ai encore une deuxième cartouche dans mon sac. Au cas où elle décide de continuer d'essayer de mettre de la grosse pression sur mon roi de trèfle. Elle continue à mettre max pressure sur mon roi de trèfle. Elle joue la deuxième, enfin la carte la plus forte, le 10 de trèfle. Et vous vous souvenez, c'est très similaire en fait au tout début, où moi j'ai essayé de mettre de la pression sur sa dame de pique. Elle n'a pas pu se protéger parce qu'elle n'avait pas assez de pique. J'ai maintenant ce qu'on appelle la top card. Je contrôle l'atout à trèfle, puisque j'ai le roi qui est maintenant la carte la plus forte, vu que l'as et le 10 sont partis. Je pense qu'elle s'est bien rendue compte du truc, parce qu'elle veut maintenant, justement, ne plus me laisser être à la top card. Elle veut plus forcément que je sois moi dans le contrôle, en fait, de cet atout à trèfle. Et elle joue le 9 de trèfle pour, justement, me faire jouer mon roi de trèfle. Et j'imagine que ce qu'elle a en tête, c'est qu'elle veut, elle, rester en contrôle à trèfle. Vu que j'ai encore un trèfle, je vais devoir le jouer, et je prends évidemment le pli avec mes 4 points à trèfle. Voilà, donc la carte que j'ai ouverte est un set de pique. Hacker, j'essaye de faire ce qu'on appelle un déblaiement. Donc j'essaye en fait de faire en sorte qu'elle joue son as de cœur, grosso modo, pour une fois de plus rester dans le contrôle à cœur et avoir moi la meilleure carte à cœur. Je sais pas si elle va mordre à l'hameçon, on va voir ce qui se passe. Donc elle décide de pas jouer l'as de cœur. Elle est un peu gourmande sur le coup. J'ai l'impression qu'elle se dit vraiment qu'elle va pouvoir me prendre mon 10 de cœur un peu plus tard. Assez intéressant. Pour l'instant, je fais mes 6 points, pas me plaindre, je vais juste continuer à jouer à cœur, et en fait, ce que j'essaie de faire, c'est déblayer son as de cœur. Évidemment, la dame de cœur, puisqu'elle reste dans cette stratégie de vouloir me prendre le 10 de cœur. Donc là, elle prend juste avec la dame, elle reprend la main. Elle décide de jouer à trèfle. J'ai plus de trèfle dans mon jeu. C'est pas grave si vous comprenez pas tout, on reviendra plus tard dans la stratégie. Donc là, à pique, je dois jouer le 7 de pique. Là, elle joue à cœur, en fait, elle se dit, j'espère qu'il n'a pas un dernier cœur de protection pour mon 10. Malheureusement pour elle, j'avais le 7 de cœur, donc j'ai une dernière protection. Maintenant, elle décide de jouer à carreau. Je prends avec le 10 de carreau. Je joue mon 10 de cœur. Elle joue son 8 de carreau, puisqu'elle peut rien jouer d'autre. Je joue à valet. Elle joue sa dame. Je joue le 9. Et elle joue son as. Celui qui fait le dernier pli gagne 10 points. C'est le 10 de der. C'est assez classique dans les jeux de pli. Une fois que la partie est terminée, comme maintenant, on fait la somme de tous les points que chacun a remporté via ses plis, et on voit qui a gagné et qui a perdu. C'est assez dur, mais c'est moi qui me retrouve perdant de cette partie, avec 8 points de différence, c'est assez spécial. Elle avait un très beau jeu, quand on voit le jeu ouvert, elle avait quand même 3 as, donc ça a du sens. Je pense que je me suis bien battu, j'ai peut-être fait une erreur, on verra ça plus tard, mais voilà, donc pour l'instant la partie est perdue. Mais Annie vient de gagner en fait une partie à 100 atouts. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant de jouer une partie comme on vient de le faire maintenant, les 2 joueurs se mettent toujours d'accord sur un contrat. Et un contrat est en fait un peu la version du jeu qu'on veut jouer. Le contrat en fait influence directement le système de points qui est associé à chaque carte. Là on vient de jouer par exemple à 100 atouts.
de manière assez implicite, sans vous le dire. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? En jouant sans atout, on a juste dit que chaque carte de chaque atout vaut le même nombre de points. C'est pas la seule version du jeu qui existe. Il y a d'autres versions. Une autre version, par exemple, c'est le tout atout. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que le système de points change un petit peu. Le valet devient en fait la meilleure carte à 20 points, suivi du 9 à 14 points, et après ça on repart dans le système classique avec l'As à 11, le 10 à 10, etc. Mais en fait, le nombre de points total qu'il est possible de gagner augmente de manière assez conséquente à tout, puisqu'on a directement la meilleure carte qui vaut 20 points, alors que la meilleure carte ici à l'As valait 11 points. Donc c'est une autre version du jeu, mais c'est pas la seule. Donc sans atout, tout atout. La troisième version du jeu, vous allez voir, ça s'applique de manière similaire à tous les atouts, mais la troisième version du jeu est l'atout. Jouer l'atout veut tout simplement dire que l'atout, donc la couleur qui est choisie dans le contrat, vaut le système de points comme le système tout atout. Donc par exemple, si je décide de jouer à cœur, l'atout cœur va être dans le système de tout atout, avec 20 points pour le valet, mais tous les autres atouts vont être dans le système de points sans atout. On va revenir sur le concept de la coupe, qui est un concept fondamental pour le jeu de la belote, mais pour l'instant, si vous comprenez en fait que le contrat est établi avant le jeu principal, c'est déjà assez. Comment est-ce qu'on parie sur le contrat? Les paris du contrat en fait se font en 2 étapes. Chaque adversaire a 2 possibilités d'annoncer un contrat. On commence toujours avec le contrat le plus bas, qui est le contrat à trèfle, et on ne peut que parier au-dessus ou un contrat supérieur au contrat qui vient d'être annoncé. Quand Annie décide de jouer à cœur, ce qu'elle fait, effectivement, elle rend impossible le contrat à trèfle. Ça me laisse la possibilité à moi de jouer soit de pique, soit sans atout, soit tout atout. En regardant un peu mes cartes et en regardant un peu le nombre de points que j'ai sur base de mes cartes, je me rends compte très rapidement qu'un jeu à cœur, ça m'intéresse pas beaucoup, alors qu'un jeu à pique, ça m'intéresse déjà beaucoup plus. J'ai parié sur un contrat qui est au-dessus du contrat d'Annie, à pique, ce qui veut dire qu'elle peut maintenant, elle, soit parier à sans atout, soit parier à tout atout. Elle a toujours la possibilité de passer. Passer veut tout simplement dire, en fait, le dernier contrat annoncé par l'adversaire est le contrat qui me va. Donc, vu que j'ai annoncé pique et qu'elle décide de passer, elle utilise son deuxième round de pari pour dire, bah tu sais quoi, pique me va très bien, je décide de pas parier au-dessus. Et moi, évidemment, puisque j'ai envie de rester à pique, je passe aussi. Ça y est, on a parié, on a tous les deux parlé 2 fois, on s'est mis d'accord sur un contrat qui est le contrat à pique, donc on va jouer sur cette nouvelle version du contrat qui a été décidée. Maintenant, quelque chose de très important, et c'est ça qui rend le jeu très excitant, c'est que il y a beaucoup de risques associés avec la manière dont on parie sur les contrats. Quand on est le dernier à parier sur un contrat et qu'on parvient à gagner le contrat, on gagne en fait la différence des points qui ont été accumulés par les 2 joueurs. Si je parie moi en dernier sur pique et que je ne parviens pas à gagner mon contrat, je ne perds pas la différence des points, je perds la somme des 2 points. Il faut être vraiment très, très attentif à ce système de contrat et il faut pas trop faire le fou, sinon ça va pas bien se passer. Un dernier point avant de jouer à pique. Vous vous rappelez le système de pli principal? Une nouvelle propriété en fait du jeu à pique et plus globalement du jeu à l'atout est ce qui suit. Si je décide de jouer à trèfle et qu'Annie en fait n'a plus de trèfle en main. On avait vu avant que quand on joue une carte qui n'est pas la carte principale ou la carte l'idée dans le pli, on perd automatiquement le pli. Si elle décide de jouer l'as de cœur qui n'est pas l'atout, le pique, elle le perd. Par contre, ce qu'on voit maintenant, c'est que si je joue à trèfle et qu'elle a une carte à pique en main, elle peut utiliser sa dame de pique comme une coupe, ce qui veut dire que même si sa dame de pique n'est pas l'atout du lead, et qu'en plus de ça, elle est plus basse en termes de points, elle coupe avec l'atout, et elle remporte, elle, les 7 points, plus elle prend la main sur cette action. Donc là maintenant, on va revoir en fait ce qu'on a fait, juste avec la perspective de la coupe. Quand Annie décide de jouer à cœur, en fait, elle a directement 2 coupes très puissantes. Elle a l'as de cœur, qui est la 3e meilleure carte dans l'atout, et elle a le 9 de cœur, qui est la 2e meilleure carte dans l'atout. Elle n'a pas le valet de cœur, mais elle l'a peut-être en main, ça j'en sais rien. Moi j'ai 3 cartes à cœur, mais elles sont très basses. Quand on décide de monter dans le contrat, comme je le fais ici à pique, bah, la perspective change directement et je me retrouve moi dans une position très avantageuse avec 20 points plus une coupe, enfin la coupe la plus puissante à pique,
et 2 cartes très puissantes, l'As et le 10, qui vont m'être très utiles pendant le jeu. Elle décide de passer, donc je décide de passer aussi, et c'est parti, on va jouer à pique. Ça, ce sont quelques scénarios qui auraient pu se passer juste pour votre compréhension. Je vous laisse poser la vidéo, comme ça vous prenez une seconde pour regarder, et j'attire juste votre attention sur un dernier cas de figure, qui est en fait le cas de figure où elle décide de passer directement, et je décide de passer directement après. C'est-à-dire qu'on joue juste pas la partie, c'est un nouveau deal en fait. On redonne les cartes et on repart sur une nouvelle partie avec moi qui vais parler en premier pour la partie suivante, puisque Annie vient de parler en première. C'est parti, on va jouer le contrat à pique. C'est un peu une deuxième chance pour essayer de battre Annie, on va voir ce qui se passe. Je vais jouer à pique d'une manière très différente, je vais jouer très relax, je vais directement lui passer la main avec mon valet de carreau pour voir un peu ce qu'elle a en main, et on va voir ce qui se passe. Là maintenant, c'est une fois de plus Annie qui doit évaluer les choses de sa propre perspective. Elle décide de jouer le roi de carreau. Elle décide de prendre la main, et j'imagine que c'est toujours avec la même réflexion de vouloir prendre mon 10 de carreau avec son as de carreau un peu plus tard. Donc là, on va continuer. Elle joue son as de trèfle, je défends un trèfle, elle continue à attaquer, je défends, elle joue, j'attaque, je reprends la main à trèfle. Là, je décide de changer d'opinion et d'en fait jouer directement un pique, contrairement à ce que j'ai dit au départ. Et une fois de plus, on va pas rentrer dans la stratégie, mais sa façon de jouer et le fait qu'elle décide de jouer très agressivement comme ça à trèfle me fait penser qu'elle n'a pas le 9 de pique en main. Donc je préfère prendre le risque, je pense pas qu'elle l'a en main, et je veux commencer à attaquer ses piques pour pouvoir, moi, couper après ça ses as ou ses cartes fortes. Donc je joue le 10 de pique, j'ai assez de chance et je vois qu'elle n'a pas le 9 de pique. Pourquoi ou comment est-ce que je sais qu'elle n'a pas le 9 de pique? Ça, c'est une règle très importante que je n'ai pas encore mentionnée et qui est fondamentale. Quand on joue une carte dans l'atout, donc dans l'atout qui a été décidé, ou par exemple atout, où tous les atouts en fait sont dans l'atout, donc quand je commence à jouer à pique, si l'adversaire a une carte supérieure en termes de valeur à la carte jouée, elle est obligée de le jouer. Vu qu'elle décide de jouer le 8 de pique, en fait ça veut juste dire qu'elle n'a pas le 9 de pique en main, et c'est quelque chose d'assez intéressant pour moi, parce que ça me permet en fait de continuer à attaquer à pique. Donc je continue, je joue l'as de pique, et je lui donne le dernier pique pour qu'elle fasse sa dame de pique. Elle la prend, elle décide de jouer à cœur, elle continue à jouer à cœur, et quelque chose d'assez intéressant et d'assez excellent pour moi, c'est que le 9 de pique se retourne dans ma propre main, ce qui veut dire que maintenant je suis impérial à pique, je vais faire pas mal de points, mais on va les garder pour plus tard pour couper et pour essayer de faire le 10 de der. Donc là, il joue à 9 de cœur, je prends la main, je décide de jouer le 7, elle prend avec sa dame, elle continue à jouer à cœur. J'ai plus de cœur, donc je peux couper. Là, je reprends la main et je gagne 2 points grâce à ma coupe. Je joue à carreau, malheureusement, j'ai pas trop le choix. J'espère qu'elle n'a pas encore l'as de carreau en main. Malheureusement, elle l'a. C'est-à-dire qu'elle prend la main et elle gagne 21 points à carreau. Elle décide de jouer à son dernier carreau, je lui donne. Et là, maintenant, c'est la fin. Elle joue son 8 de carreau, je coupe. Et je fais mes 2 derniers plis en gagnant le 10 de der. Et en fait, là, même si j'ai perdu donc à sans atout, à pique, c'est moi qui gagne, et d'une marge assez différente, avec 16 points, alors qu'à sans atout, j'avais perdu donc à, je sais plus, à 8 points. Ce qui veut dire que vraiment le choix du contrat est primordial et il faut vraiment y réfléchir. Donc voilà, on a battu Annie, mais il y a une dernière chose qu'il faut prendre en compte et qui est, une fois de plus, des règles fondamentales de la belote. C'est le système de déclaration et des annonces. Premièrement, les déclarations sont déclarées au début du jeu, juste après que le contrat a été déterminé et avant de jouer la première carte. Chaque tierce que quelqu'un a en main, que ce soit dans ses 8 cartes en main ou sur les cartes qui sont face-up, valent 20 points. Les 4 valent 50 points de base. C'est-à-dire qu'on commence déjà avec un énorme avantage. Les belotes-rebelotes sont annoncées pendant le jeu. Donc ça c'est différent, on ne les annonce pas à la base du jeu, on les annonce pendant le jeu, c'est-à-dire que quand on joue dans le jeu principal et qu'on a une belote-rebelote en main, en jouant la carte, d'abord le roi et puis la dame, on doit annoncer qu'on joue belote-rebelote et on gagne 20 points associés à ce système. Concrètement, Annie voit en fait dans son jeu directement qu'elle a une tierce belotée, comme on l'appelle, à savoir les 20 points qui viennent de la tierce, plus les 20 points potentiels qui viendront
du roi et de la dame, qui sont la belote et la rebelote. Une autre belote, rebelote se trouve en fait cachée dans son jeu. Malheureusement, elle ne le sait pas, puisque son roi de pique en fait est une carte qui est face down, c'est-à-dire qu'à la base, elle ne la voit pas, et elle ne se rendra compte en fait qu'elle a cette belote rebelote à pique qu'après, enfin que pendant le jeu en fait. Mais à prendre en compte dans son contrat, le fait qu'elle commence à 40 points si elle parvient à faire un contrat à carreau, à sans atout ou à tout atout. Et je reviens en fait sur la règle de la déclaration de la belote rebelote. Les déclarations et les annonces ne valent que dans l'atout. Vu qu'on a décidé de jouer à pique, bah, malheureusement, elle peut pas déclarer sa tierce au début de jeu, vu que la tierce n'est pas dans l'atout. Enfin, n'est pas à pique. Par contre, quand on est dans le jeu et qu'on se rend compte qu'Annie retourne à un moment ou à un autre son roi de pique et que ça laisse sa belote et sa rebelote ouvertes dans le jeu, là, elle peut jouer sa belote rebelote. Quand elle décide de jouer son roi, elle doit annoncer ou dire à voix haute belote, et plus tard, dans la partie, à n'importe quel moment plus tard, ça ne doit pas être directement après, plus tard, elle doit annoncer rebelote pour pouvoir gagner les 20 points associés à belote rebelote. Très important, si par exemple j'ai comme dans mon cas ici valet, 9 et 10 de carreau, qui est potentiellement une tierce puisque c'est 3 cartes qui se suivent, mais une des cartes est dans les cartes de face-up, alors que mes deux autres cartes sont dans ma main, je ne vais pas pouvoir déclarer ça comme une tierce, parce qu'il faut que les tierces soient complètement en main ou dessus. Et en fait, en jouant maintenant la même partie, mais en comptabilisant les points que Annie gagne, à savoir les 20 points que Annie gagne via sa belote-rebelote, c'est assez fou, mais je perds en fait la partie de 4 points. On se rend compte du risque énorme qui est en fait associé au contrat gâché. Alors que je gagne 16 points pour un contrat réussi, qui m'arrangeait plutôt pas mal, je perds 172 points pour un contrat raté, pour au final juste une belote-rebelote qui a été découverte dans le jeu, je pourrais vraiment pas faire grand chose. Voilà, donc ça c'était les mécanismes de base de la belote, c'est assez pour commencer à se retrouver un peu dans le jeu. Plusieurs concepts qu'on va développer plus tard dans des tutoriels qui vont arriver sont par exemple le concept de l'agression et de la défense, donc évaluer la texture du jeu, garder nos positions, optimiser nos protections, etc. Donc ça, c'est des concepts assez fondamentaux pour améliorer très rapidement son jeu. On va rentrer dans de l'analyse un peu plus poussée au niveau du contrat, qui est vraiment clé pour ne pas perdre 172 points comme je viens de le faire contre Annie. On va spotter les blockers, on va détecter très rapidement les bluffs des adversaires, et on va apprendre à maîtriser un peu l'incertitude en fait du jeu, qui est en fait omniprésente puisqu'il y a beaucoup de cartes qu'on ne voit pas et qu'il y a en fait une asymétrie d'informations constante pendant qu'on joue. On va vraiment apprendre à jouer un bon début de jeu. On va identifier ce qui s'appelle le tipping point, qui est vraiment le point d'inflexion en fait, plus ou moins dans le milieu de partie, qui va très rapidement déterminer si on doit gagner le dernier pli ou pas. On va préparer et exécuter en fait la fin de partie et on va réfléchir ensemble à manager en fait notre façon de garder en tête les cartes qui ont été déjà jouées, etc. Donc c'est vraiment super excitant. J'espère que vous êtes au moins aussi chaud de moi d'apprendre la suite.